Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce lundi 7 juin. Belgrade et l'OTAN en désaccord sur les modalités de la paix au Kosovo. Les Serbes veulent un vote de l'ONU. Réunion dans les prochaines heures du Conseil de sécurité. Et puis l'OTAN maintient la pression militaire. Au nom du principe de précaution, les interdits se succèdent sur les œufs et poulets belges, mais les raisons des inquiétudes sur les conséquences de la contamination par la dioxine restent contradictoires. Contre les violences urbaines, grève des transports dans plusieurs villes de France à l'occasion des obsèques du contrôleur de la RATP, mort la semaine dernière d'un arrêt cardiaque. Élection européenne dimanche prochain, attention, il n'y aura qu'un seul tour. Ce soir, Daniel Cohn-Bendit, tête de liste des Verts, est notre invité. Et puis de la chanson avec le retour d'Amina, musique et texte métissés pour un troisième album baptisé Anabi. Certes, les militaires yougoslaves et ceux de l'OTAN sont restés en contact aujourd'hui, mais les discussions engagées à Kumanovo en Macédoine ont cessé. De fait, les dirigeants serbes exigent l'adoption d'une résolution des Nations Unies avant l'entrée de toute force de l'Alliance Atlantique au Kosovo. Il y aura ce soir une réunion aux Nations Unies. Sur cette journée d'incertitude perçue par les réfugiés albanais comme un espoir de paix déçu, voyez le reportage de Dorothée Olyric et Raymond Chaplard. C'est ici, à Kumanovo, la base française de l'OTAN, que se décidait hier la guerre ou la paix. De ces folles négociations, aucune trace. Officiellement, il n'y a eu ici aujourd'hui aucun contact entre des émissaires yougoslaves et l'OTAN, et les exercices militaires se poursuivent normalement. Mais l'échec des négociations est consommé. C'est la nuit dernière que l'option militaire l'a emporté sur le processus de paix. La délégation yougoslave et l'OTAN sont restés enfermés 18 heures sous cet hangar militaire. À 3 heures ce matin, ils sortent enfin. Tous sont silencieux. Le général britannique Jackson a les traits tirés. Il va annoncer la reprise des bombardements. L'OTAN n'a d'autre alternative que de poursuivre et d'intensifier ces bombardements jusqu'à ce que la partie yougoslave soit prête à appliquer l'accord dans son intégralité et sans ambiguïté. En une phrase cinglante, l'échec de 2 jours de discussion avec les Serbes est constaté. Tout est à refaire, l'OTAN ne rentrera pas tout de suite au Kosovo. Le porte-parole yougoslave, lui, a un discours très décalé. Les discussions ont été constructives et positives. Nous les avons menées de bonne foi et continuerons à le faire ainsi. En 2 jours de discussion à Blace puis à Kumanovo, les Serbes ont en fait systématiquement contesté plusieurs points de l'accord militaire. Les modalités techniques du retrait des forces serbes du Kosovo devaient être simplement signées. En fait, la délégation yougoslave a essayé de la renégocier. Le résultat de cette opération militaro-politique est concret, c'est la reprise des bombardements, c'est la logique de guerre. Aujourd'hui, Benoît Duquesne, on a vécu du côté des rumeurs, des contacts divers, des contacts secrets entre Yougoslaves et membres de l'OTAN. Mais des rumeurs beaucoup et même des informations, puisque ce soir on dit à Belgrade que des contacts et des négociations pourraient reprendre au plus haut niveau, peut-être ici, en tout cas à 22 h ce soir. Tout ce que je peux vous dire, c'est que toutes ces rumeurs ont été démenties toute la journée par les militaires de l'OTAN. Non pas qu'il n'y ait pas eu de contact à proprement parler, en tout cas il n'y a pas eu de contact physique entre des militaires des deux côtés, mais il y a eu bien sûr des contacts par des voies plus classiques de communication, le téléphone, le fax, etc. On a même vu à la fin de la réunion les militaires des deux bords s'échanger des numéros de téléphone, et notamment des numéros de téléphone portable. Mais ce qui était visible toute la journée, c'était la préoccupation des deux parties de bien vouloir montrer qu'il ne s'agissait pas d'une rupture de négociation, mais d'une suspension et que les contacts demeuraient. Et a-t-on appris un peu plus de précision sur les conditions des discussions telles qu'elles ont eu lieu pendant ce week-end ? Écoutez, si vous voulez, à entendre les militaires de l'OTAN, on a l'impression qu'ils ont eu plusieurs surprises. D'abord, la première, ça a été de voir pour ceux d'entre eux qui s'attendaient à voir des militaires serbes complètement défaits, abattus par cette campagne de tir aérien contre leur pays. Eh bien, ce n'était pas du tout le cas. Au contraire, ils ont vu des gens tout à fait déterminés, presque sereins, et qui, même s'ils reconnaissaient bien sûr que ces frappes leur faisaient mal, ne considéraient pas avoir été battus par l'OTAN tant que la fameuse campagne au sol n'avait pas eu lieu. Et puis l'autre surprise, ça a été de voir que autant sur
sur les questions, je dirais, matérielles, pratiques, techniques, du retrait éventuel des forces serbes, là, les militaires de l'OTAN avaient en face d'eux des militaires serbes qui étaient, je dirais, constructifs, positifs, même s'ils essayaient de regagner lors de ces négociations militaires le terrain qu'ils ont peut-être perdu, pense-t-il, trop vite sur le plan politique à Belgrade. En revanche, sur le plan politique, là, le mur était très ferme. Il faut dire que les Serbes étaient soutenus par l'émissaire russe. Pas question d'engager quoi que ce soit avant, bien sûr, cette résolution de l'ONU. Et c'est pour ça qu'on a eu l'impression hier qu'effectivement, les choses étaient terminées. Merci Benoît. À Bonn, en Allemagne, les ministres des Affaires étrangères du G8, c'est-à-dire les 8 pays les plus industrialisés, dont la Russie, étaient réunis pour examiner une possible concordance du vote de l'ONU sur le Kosovo et d'un accord militaire avec les autorités de Belgrade. Le président finlandais, M. Martti Ahtisaari, qui avait obtenu l'accord de Slobodan Milosevic à Belgrade, participait bien à cette réunion à Bonn. Commentaire Philippe Rochaud. C'est une Madeleine Albright agacée qui est arrivée ce matin à Bonn. La résolution de l'ONU aurait dû être rédigée hier déjà en 2 heures, mais à cause de la surenchère des Serbes et surtout des Russes, tout a été bouleversé. Le ministre russe des Affaires étrangères, Igor Ivanov, n'est pas mécontent de son côté d'avoir retardé l'avancée des forces de l'OTAN au Kosovo. La diplomatie russe marque des points en fin de parcours. L'OTAN est allé trop loin, déclare Igor Ivanov. Le retrait du Kosovo devrait dépendre des Nations Unies. Il faut d'abord arrêter les frappes. Les 7 ministres des Affaires étrangères des pays les plus développés vont donc devoir s'aligner derrière la position russe qui a un droit de veto au Conseil de sécurité. Le Finlandais Ahtisaari, émissaire européen pour les Balkans, est venu les rassurer. Milosevic accepte bien le plan de retrait du Kosovo, mais une nouvelle notion intervient dans la rédaction du texte, la simultanéité entre le vote de la résolution de l'ONU et l'accord militaire entre l'OTAN et Belgrade. À 19 h, Joschka Fischer, ministre allemand des Affaires étrangères, paraît soulagé. Il estime qu'après 2 heures et demie de discussion, il y a juste quelques points à régler sur le papier et qu'on doit aller de l'avant. Le G8 tient peut-être enfin le texte. Christian Marimono, il y avait en fait 3 thèses en présence. Tout à fait. Et cette réunion qui devait durer 1 heure, 1 heure et demie, en fait dure depuis près de 10 heures. Derrière moi, au Petersberg, sur la hauteur de Bonn. Il y a la première thèse, c'est la thèse européenne, selon laquelle il faut effectivement un Conseil de sécurité, une réunion ce soir sur le texte qu'ils sont en train de discuter. Un texte qui fait une vingtaine de pages, 5 paragraphes, mais chaque mot a son sens. Il faut en même temps une discussion militaire et technique à Kumanovo. Les deux simultanément. La thèse russe qui dit arrêt des bombardements en préalable et participation russe à l'administration civile au Kosovo. Et la thèse américaine, pas de préalable, pas de fin de bombardement. Il faut que Milosevic montre très clairement son intention de retirer ses troupes serbes au Kosovo. Alors le président finlandais, qui est l'auteur un petit peu de ce document de paix qui a permis de convaincre les Serbes de céder, leur a dit attention, si vous ne faites pas très rapidement des mesures, ne prenez pas des mesures concrètes dans la soirée, le président Milosevic est un impatient. Certes, il a voulu ce soir tester l'alliance. Si un accord intervenait, eh bien on sera pour ses frais. Merci Christian Marié. Donc il y aura une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sans doute dans les heures qui viennent. Et d'autre part, on a appris que dans le plan d'opération de la future force de paix au Kosovo, selon le comité militaire de l'OTAN, cette force pourrait arrêter des criminels de guerre présumés recherchés par le tribunal pénal international. Plusieurs objectifs au Kosovo ont effectivement été frappés près de Pech et Pristina, tandis que des alertes aériennes ont eu lieu sur le sud et le centre de la Serbie. D'autre part, au nord de l'Albanie, des échanges de tirs ont opposé des forces militaires yougoslaves et les combattants d'Učeka, l'armée de libération du Kosovo. Les enjeux de ces combats restent pour l'instant flous. Reportage de nos envoyés spéciaux Patrice Romden et Gilles Jacquier. Une virgule dans le ciel. Sur le coup de 16 heures, les avions de l'OTAN effectuent 3 rotations. Puis ils réapparaissent et cette fois fondent sur leur cible. Du fatras n'émergent que volutes de fumée, impossible d'évaluer l'efficacité de la frappe. On imagine que ce tapis de bombes est destiné aux forces yougoslaves qui, sur les hauteurs de la rivière Dreni, ne cessent d'en découdre avec l'UÇK. Artillerie contre armes légères, cela se passe tantôt au Kosovo, tantôt en Albanie, où l'UÇK aime à se replier. 1 heure plus tôt, à la faveur d'une accalmie, une centaine d'hommes franchit la frontière. Ils ont 20, 30, 40, jusqu'à 70 ans.
Ils disent avoir enduré la prison et ses sévices, jeûné pendant plusieurs jours, échangé leur vie contre 30 Deutschmark, et au final, il en est qui jugent leur sort enviable comparé à d'autres. Au Kosovo, on tue les femmes et les enfants au couteau, dit cet homme. Les Serbes m'ont arrêté avec ma famille en pleine montagne. J'ai dû les abandonner, femmes et enfants sur place. Tous témoignent dans le même sens, tous implorent. Il faut faire quelque chose. Au Kosovo, il y a beaucoup de cadavres, dit cet homme. Les Serbes balancent des grenades, ils violent les femmes en présence de leur famille. C'est incroyable. Pris en main par le HCR, ils se laissent conduire à Kukes, laissant derrière eux un Kosovo en flammes et une zone frontalière où la tension redouble. Entre l'armée yougoslave, l'armée albanaise, l'UÇK et l'OTAN, il ne fait pas bon s'attarder. Et le scénario à la frontière demeure immuable. Chaque jour, l'UÇK et l'armée yougoslave s'affrontent et de temps à autre, les avions de l'OTAN viennent prêter main forte, comme on le voit derrière moi, à l'armée de libération du Kosovo. À Belgrade, le chef du parti ultranationaliste prédit à son pays des jours très difficiles après l'adoption du plan de paix. Et il est significatif de lire dans les comptes rendus de discussions publiés dans la capitale serbe que la délégation yougoslave discute avec des représentants de l'ONU. Jamais l'OTAN n'est mentionné. Correspondance depuis Belgrade avec Gérard Grisbeck et Emmanuel Beck. Où en est-on des négociations? C'est la question que nous posent les gens rencontrés dans la rue. Il faut dire que depuis 4 jours, depuis l'acceptation du plan de paix, les autorités yougoslaves sont bien discrètes. On sait que les pourparlers ont été interrompus, mais on en ignore les raisons. Je ne sais pas pourquoi les négociations sont arrêtées. Je pense que l'OTAN a demandé quelque chose que la Yougoslavie ne peut pas donner. Je ne pense pas qu'on soit bien informé. De toute façon, la seule source d'information ici est la télévision serbe. Qu'elles soient publiques ou privées, toutes les télévisions yougoslaves disent la même chose. Ainsi, Beka appartient au frère Karic, homme d'affaires richissime, ami du président Milosevic. Ils disent que la délégation yougoslave a parlé avec la délégation des Nations Unies. Depuis le début, ils appellent la délégation de l'OTAN délégation des Nations Unies. La télévision cherche donc à faire croire que l'ONU a pris les choses en main, ce qui est faux, mais correspond au point de vue yougoslave. Et si l'on montre Hubert Vedrin, c'est pour souligner qu'il a un discours différent des Américains. Toutes les informations qu'on donne sont faites de manière à ce qu'on voit, à ce que le public sente que le gouvernement a raison de faire tout ce qu'il fait. On comprend dans ces conditions pourquoi les Yougoslaves sont si peu informés sur la situation politique. Beaucoup d'entre eux, d'ailleurs, ne regardent jamais le journal télévisé. Ils préfèrent échanger ce qu'ils savent par téléphone, ce qui accroît la confusion entre la rumeur et l'information. Voilà donc pour l'actualité au Kosovo et cette annonce faite il y a quelques dizaines de minutes d'une prochaine réunion du Conseil de sécurité ce soir à New York. En Belgique, la contamination à la dioxine d'œufs et de poulets bouleverse la vie politique à quelques jours d'élections législatives et régionales. Toute l'activité agroalimentaire est paralysée et les produits belges subissent une véritable quarantaine à l'étranger. Et par un souci quasi obsessionnel de ne pas se voir reprocher une quelconque contamination, eh bien on continue de retirer de la vente quelques produits dérivés. Quant aux dirigeants de l'entreprise suspectée d'être à l'origine de la contamination, ils sont maintenus en prison. Reportage Yann Fronti et Joseph Bachtik. Après les volailles, le bœuf et le porc retirés des rayons dès hier soir, le beurre belge a lui aussi ce matin rejoint la liste noire des aliments bannis des étalages. Un beurre décrété à son tour impropre à la consommation. Donc là, si je comprends bien, tous les beurres belges ont disparu et tous les beurres étrangers peuvent être encore vendus. Tout ce qui vient de France, d'Irlande, on peut revendre. Ça, on peut encore vendre. Tout ce qui vient de Belgique, on va enlever. À chaque jour, ces révélations donc, même si une information claire et précise peine à être divulguée, une critique relayée par les journaux de ce matin. Hier soir, pourtant, Jean-Luc Dehaene, le Premier ministre belge, a une nouvelle fois réuni ses ministres. But de ce conseil restreint, identifier les fabricants d'aliments pour bétail qui ont utilisé des graisses contaminées. Mais là aussi, peu ou pas du tout de communication. Pourtant, une liste de ces mêmes fabricants a bel et bien été établie. Hier soir, un émissaire du ministre de l'Agriculture l'a apporté, soupli, mais rien n'a été rendu public. Au sein même du gouvernement, cette confusion crée des tensions. Je suis moi-même scandalisé par l'incapacité
qu'a le département de l'agriculture, à l'heure où nous sommes, de fournir une liste précise. Une crise alimentaire qui se transforme en cette semaine d'élections européennes en crise politique mais aussi en crise communautaire entre wallons francophones et flamands. Concernant l'enquête elle-même, la piste de la contamination accidentelle a été écartée ce matin, tandis que les 2 dirigeants de l'entreprise Verkest, soupçonnés d'être à l'origine de la contamination, devraient rester en prison. Cet après-midi, enfin, le comité vétérinaire permanent de l'Union européenne s'est réuni. Il devrait prendre de nouvelles mesures de protection. Et en France, la cellule interministérielle de crise, suite à cette contamination à la dioxine, appelle toujours à une vigilance soutenue. Le ministre Jean Glavany a annoncé la création à Nantes d'un laboratoire spécialisé dans la détection des dioxines. Beaucoup d'industriels ou de responsables d'entreprises sollicitent les laboratoires adéquats pour des analyses ou des vérifications scientifiques, souvent coûteuses, toujours longues. Mais les expertises officielles menées sur les conséquences d'une possible contamination réduisent singulièrement les craintes et vont parfois à l'encontre d'une certaine psychose. Explication avec le reportage de Christine Bose, Françoise Vallée et Patrice Schumacher. Un réfrigérateur débordant de victuailles, mais depuis 8 jours le régime est toujours le même, poulet, œufs, lait et mayonnaise, que des produits susceptibles d'être contaminés par la dioxine. Depuis une semaine, ce laboratoire strasbourgeois croule sous les demandes d'analyse de grossistes ou d'industriels de l'agroalimentaire, soucieux de rassurer leur clientèle. Des analyses longues et coûteuses. Il y a un délai de 8 jours à peu près d'incompressible de travail. Parce qu'une analyse dioxine nécessite beaucoup d'étapes de vérification, de contrôle, afin de donner un résultat qui soit très fiable. En matière de dioxine, je pense qu'on n'a pas le droit à l'erreur, on n'a pas le droit d'alarmer les gens inutilement. C'est très important. Pour obtenir ces quelques millilitres d'échantillons analysés, décryptés par cette machine à très haute résolution, il a d'abord fallu extraire, concentrer et purifier le produit pour éliminer tout risque d'erreur. Aujourd'hui, 4 laboratoires en France effectuent la recherche analytique de dioxine et tous déplorent l'absence d'obligation d'analyse dans le domaine alimentaire. Nous, on trouve dommage qu'on attende toujours les crises pour agir, puisque ce genre de produit, nous, on analyse ça depuis très longtemps. C'est les pesticides, puisque c'est un produit en fait dérivé des pesticides. Nous, on connaît ça depuis très longtemps et on attend justement des obligations d'analyse. Car aujourd'hui, il s'agit de rassurer les consommateurs. Selon la toute récente Agence française de la sécurité sanitaire des aliments, il n'y aurait pas de danger irréversible pour la santé. Ce qu'ont dit les scientifiques vendredi, c'est qu'encore une fois, en fonction des chiffres qui leur avaient été donnés, si ce risque était avéré, ça ne serait pas le risque le plus grave auquel tout le monde pense, qui est le risque du cancer, mais ce serait plus probablement des risques d'irréversibles, c'est-à-dire des risques que l'on observe et qui n'emportent pas de conséquences à long terme. Ces hypothèses ont été émises sur la base de données transmises par la Belgique. On attend la confirmation de ces chiffres dans une semaine. Enfin, toujours dans ce dossier de la contamination présumée d'œufs ou de poulets d'origine belge, une société bretonne, filiale du groupe Unicopa, aurait mis en vente en France 17 tonnes de poulets belges. Et il semblerait que l'étiquetage n'ait pas été correct. Reportage dans le Morbihan à Languidic avec Olivier Sioux et Gabriel Camilla. Un hypermarché qui veut lancer une promotion sur les cuisses de poulet, un fournisseur qui ne peut fournir et va chercher à l'étranger ce qu'il ne trouve pas chez ses volaillers bretons habituels. Résultat, 17 tonnes de poulet belges écoulées dans le nord de la France et en région parisienne quelques jours avant l'embargo. Seulement voilà, sur les étiquettes, il y avait écrit « poulet français ». Le directeur plaide l'erreur technique due au caractère inhabituel de la commande. Notre erreur, notre faute a été de déconditionner ces produits vrac pour les conditionner en produits consommateurs sous notre propre étiquette sans modifier l'origine du produit. Une faute? Les services vétérinaires, eux, y ont plutôt vu une fraude et donc transmis le dossier au parquet qui a demandé une enquête préliminaire à la police judiciaire. 2 des dirigeants de l'entreprise auraient déjà été entendus et le procureur ne cache pas son scepticisme. Ce sera bien sûr à la justice, au tribunal, de dire si ce mélange a été volontaire ou s'il a été involontaire. Maintenant, il est certain que 17 tonnes de poulet ne se perdent pas quand même facilement dans les entrepôts d'une entreprise. Fraude ou pas, les 2 tiers de la volaille avaient déjà été vendus lorsque l'affaire a été découverte le week-end des 29 et 30 mai. Il a fallu attendre le lundi pour que le reste soit récupéré et saisi. Au passage, on ne peut que s'interroger sur le fait que les consommateurs potentiels n'aient pas été alertés. Pourquoi ne pas avoir prévenu à ce moment-là le consommateur, notamment ceux qui avaient déjà acheté des barquettes, pour leur dire
par précaution simplement de ne pas les consommer? J'avais pas tous éléments en main, j'avais peut-être mésestimé l'impact que cette opération pouvait avoir. Il n'est pas le seul, même si les risques sanitaires semblaient minimes, les pouvoirs publics n'ont pas jugé davantage utile de lancer des procédures d'alerte publique. L'affaire tombe mal, en tout cas pour la France, en pleine polémique avec la Commission européenne sur le caractère peut-être tardif de la réaction française au début de la crise du poulet belge. Puis dans ce chapitre, j'ajoute un nouveau cas d'encéphalopathie spongiforme bovine, la maladie de la vache folle, un cas décelé en Mayenne. C'est le 11e depuis le début de l'année en France. Daniel Cohn-Bendit, bonsoir. Bonsoir. On va parler élections européennes, mais parler tout d'abord de principe de précaution. Alors dans votre programme, vous parlez du principe de précaution. Est-ce que vous avez le sentiment qu'au fond, on est prêt à assumer des risques maintenant, ou est-ce qu'il faut multiplier les contraintes administratives, faire une Europe donc avec plein de décrets, plein de mesures administratives pour empêcher ce qui se passe là? Non, ça peut être beaucoup plus simple. Il faut une agence européenne de surveillance de la nourriture qui puisse intervenir tout de suite. Et le principe de précaution, c'est en amont. Par exemple, interdire les farines animales. Arrêter avec une production agricole industrielle qui oblige à une dynamique pour être compétitive, qui nous amène à la farine animale et donc à ce que nous avons connu avec la vache folle, les poulets à la dioxine, les porcs qui étaient fous, et donc toute une folie dans la production. Mais il y a encore pire, c'est que tout cela, c'est la nourriture pour les pauvres. Et il y a une inégalité fondamentale en ce moment entre ceux qui ont de l'argent. Enfin, on peut être riche et manger du poulet belge quand même. Hein. Oui, mais on achète des poulets de qualité quand on a de l'argent. Et quand on n'a pas d'argent, on achète ce qui coûte moins cher. Et c'est ça qu'il faut dénoncer en plus. C'est-à-dire le principe de précaution, l'État, l'Europe doit être au service de tous les citoyens. Est-ce que ça ne fait pas une Europe avec encore plus de carcans administratifs? Est-ce que ça ne fait pas une Europe qui s'occupe encore plus de nos affaires? Mais non, le marché, on a un marché unique. Quand on a un marché unique, il faut une surveillance unique. On a une monnaie unique, il faut que l'Europe prenne en main les citoyens, protège les citoyens. Et donc le principe de précaution pour nous, c'est une agence européenne de la protection sanitaire qui intervienne en amont, qui justement remette en question toute la production industrielle et essaye de développer une agriculture durable qui justement serait une garantie pour notre nourriture. Alors, pour revenir à votre programme Réinventer l'Europe, on voit quand même que vous souhaitez des contrôles pour l'eau, pour la forêt, pour les industries, vous voulez qu'on consulte sans arrêt les associations, les jeunes, vous voulez développer les services publics. Est-ce que ça ne fait pas là aussi une sorte d'Europe dans laquelle il y a tout un tas de contraintes, tout un tas de règles? Ah bon, et puis les autres veulent que l'eau, tout le monde puisse faire ce qu'ils veulent, si la qualité de l'eau est mauvaise, ça fait rien, on peut boire n'importe quoi. C'est la même chose dans un État, c'est la même chose en France, c'est la même chose en Allemagne. Il faut que quelqu'un soit responsable de la qualité de l'eau. Nous disons, il faut que ce soit l'Europe qui soit responsable de la qualité de l'eau en Europe par des directives pour qu'il n'y ait pas de différence. La même chose pour la qualité de la nourriture. Alors, maintenant, les associations, là encore, il faut quand même trouver un moyen de laisser participer les citoyens à la construction européenne. Sinon, la construction européenne devient justement quelque chose de technocratique. Donc nous voulons une mobilisation des citoyens pour ouvrir l'Europe aux citoyens. Oui, en même temps, c'est contradictoire parce que vous souhaitez un renforcement des institutions européennes. C'est pas contradictoire. Bah, si, un peu plus de pouvoir politique et puis les associations aussi. Non, ça parce fait que beaucoup nous de monde, avons, ça. par exemple, une proposition très claire, une initiative citoyenne. Si vous avez 1,5 million de signatures en Europe, vous pouvez imposer un débat au Parlement européen. Relier justement les initiatives de citoyens avec la représentation des citoyens, c'est-à-dire élus au suffrage universel, c'est rendre la politique européenne plus dynamique. Et c'est ça notre rôle des Verts. C'est ce que nous faisons. Nous sommes le seul parti à essayer de faire avancer cette démocratie. Alors ça, c'est l'interrogation quand on lit encore une fois votre programme, savoir si vous êtes le seul parti. Parce que vous êtes contre le tout libéral, pour le principe de précaution, pour plus de social, pour un ajout de démocratie. Mais ça, il y a plein de partis de gauche ou même de centre, ou de centre-droit qui en parlent. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'au fond, on pique plein d'idées, ce qui fait que vous resterez à 8 ou 9% ou 10% des voix? Bah, si on est à 10% des voix... Vous serez content. Enfin, je sais pas, moi je veux bien, c'est comme comme Antenne 2 est à la moitié de l'audience de TF1, ils sont contents. Non, on est beaucoup plus. Voilà, vous voyez, chacun a son... Oui, mais la dernière fois qu'il y a eu un écologiste qui a passé, il est allé à beaucoup plus que 10 aussi. 10,5. Bah oui. 10,5. Bah oui. Dans une situation en 89 où le PS, après la victoire de Mitterrand,
était quand même très critiqué. On ne voulait pas de Chirac. Je veux dire, les conditions politiques sont différentes. Il ne faut pas jouer sur les mots. Aujourd'hui, il y a un PS fort. Il y a une critique des gens. Les gens veulent aller plus loin. Il y a une partie de l'électorat qui dit en écologie, sur le social, réduction du temps de travail, que l'Europe puisse formuler justement une législation d'harmonisation sociale qui mette tout le monde à pied d'égalité pour qu'il n'y ait plus de villes mortes, pour qu'il n'y ait plus de ouverts, pour que justement les délocalisations sociales ne soient plus possibles. Et là-dessus, il y a une différence, par exemple, entre nous et les socialistes. Les socialistes disent les gouvernements sont de gauche. Nous disons non, ça ne suffit pas. L'on l'a vu à Cologne, les gouvernements ne font pas avancer les choses. Il faut qu'il y ait une initiative du Parlement, une force politique du Parlement et l'autonomie du Parlement. C'est la dynamique d'une politique sociale en Europe. Vous évoquez l'Allemagne, les Grünen qui sont un peu en perte de vitesse. Ils ont aidé Schröder à arriver au pouvoir. Vous participez au gouvernement, mais est-ce qu'au fond, vous ne prenez pas des idées? Puis à quoi réellement, comment réellement vous pouvez peser sur le débat nucléaire, par exemple? Vous n'avez pas beaucoup pesé. En Allemagne, c'est le cas, les Verts. C'est pas vrai, il y a un accord. En Allemagne, c'est le cas. Non, c'est pas vrai. Il y a un accord qui vient d'être signé que l'Allemagne veut sortir du nucléaire en 20 ans. 20 ans, mais c'était pas ça. C'était dans le programme des Verts tel qu'il était formulé avant les élections. Et il y a eu toujours un quiproquo en France et une méconnaissance. Personne n'a dit qu'on pouvait sortir en 10 ans du nucléaire. Ça serait de la folie. Mais la stratégie de sortie, elle est sur pied. C'est difficile de sortir du nucléaire. Il faut être réaliste. Et je crois que les Verts français et tous les Verts européens signent dès demain une sortie du nucléaire en 20 ans parce qu'il faut l'organiser. Il faut organiser le problème de où mettre les déchets, comment démanteler les centrales. C'est un processus qu'il faut gérer. C'est ça, un réformisme radical. C'est pas dire il faut tout supprimer et après on ne supprime rien. C'est de mettre une dynamique sur pied. Et je crois que là, les Verts européens sont à la pointe de nombreux combats. Ils ne sont pas très en forme dans les sondages. En Allemagne, ça baisse. Il paraît que même vous allez les soutenir demain parce qu'ils ont besoin de Daniel Cohn-Bendit. Oui, en France, vous êtes un parti très meeting fort et puis ça a baissé. Ah non, c'est pas vrai. On n'a jamais été aussi. Je sais pas, moi, vous êtes drôles, vous, les journalistes. On est dans les sondages d'Antenne 2. Hein, on est France 2, oui, moi vous voyez je suis un peu vieux jeu. C'est là que je suis conservateur. Non, je suis conservateur, salut Charles. Eh bien, sur France 2, on est à 10%. Moi je sais pas, moi j'y crois pas. Les sondages quand c'est mauvais, il faut pas les croire, quand c'est bon, il faut pas les croire. Vous croyez que les mauvais, moi je prends les bons, c'est le dernier. Mais vous allez bien aider les Grünen. Je vais aider les Grünen. Mercredi soir, je suis au Zénith à Paris à 19h, oui, merci. Oui, et oui, demain soir je suis à Aix-la-Chapelle, après-demain à Strasbourg. Vous étiez venu au tout début de la campagne, lorsque vous aviez maillé à partir avec les gens à la Hague. Qu'est-ce que vous avez appris depuis de cette campagne? C'est dur une campagne électorale. Est-ce que vous avez appris quelque chose des Français, de l'électorat français? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez découvert d'une certaine manière? Oui, j'ai découvert une chose. Il faut tenir sa parole. Et quand je suis revenu à Orange jouer au football avec les jeunes que j'avais vus il y a 3 mois, ils ont dit vous êtes le premier à être revenu. C'est pour ça que ce que j'ai appris, c'est que la campagne électorale se termine pas le 13 juin. Et qu'en fait, l'Europe vaut plus qu'une campagne électorale. Et que moi, dès la rentrée, je continue mon débat en France sur l'Europe. Je serai député européen et je continuerai, non pas une campagne, mais l'organisation de l'Europe dans ma circonscription, qui sera la France. Je suis élu en France, je suis responsable face à mes électeurs et je vais continuer la construction européenne en essayant de mobiliser les Français pour qu'il y ait, par exemple, des villes qui essaient de monter du jumelage avec les villes des Balkans, pour qu'il y ait des jeunes qui puissent découvrir l'Europe. C'est-à-dire, un député européen doit prendre l'engagement de siéger, surtout une tête de liste, de siéger à Bruxelles. Tout le monde le dit, ça. Hein. Oui, tout le monde le dit, seulement quand on est le député à temps partiel, ça n'existe pas. Chef de parti, président d'un conseil général, à l'Assemblée nationale et député européen, c'est un député à temps partiel. Siéger et faire avancer le débat, continuer à faire de la politique européenne en France. Voilà un programme. Et avec le cumul de mandats, ce n'est pas possible, c'est un mensonge. Et de plus, il faut s'occuper de la vie quotidienne en tant qu'homme pour que les femmes puissent faire de la politique. Merci Daniel Cohn-Bendit. Ce soir, après ce journal, il y a une émission exceptionnelle, mots croisés. C'est le grand débat de ces élections. Arlette Chabot, tout le monde est là pratiquement. Oui, tout le monde est là pratiquement, effectivement. Ouais. Ils viennent d'arriver, sauf Daniel Cohn-Bendit qui a préféré ne pas participer à ce débat et nous le regrettons. Pas être en duplex. Il y en a qui viennent d'arriver qui seront effectivement autour de nous. C'est le cas de Nicolas Sarkozy, vous allez le voir, de François Bayrou, de Robert Rue et de François Hollande. Vous savez qu'à 6 jours du scrutin, tous
ont aujourd'hui un ennemi, c'est l'abstention. Il y a peu de mobilisation. On dit que les Français sont assez réservés à l'égard de ce scrutin. Alors, à côté des 4 donc, qui seront avec nous, effectivement, seront en duplex Charles Pasqua, Jean-Marie Le Pen, Bruno Maigret et Arlette Laguillet. Première question, quels sont véritablement les enjeux de ce scrutin? Qu'est-ce qui vous différencie, surtout à l'intérieur de chaque corps? Et puis, bien sûr, les 2 grands thèmes d'aujourd'hui, c'est quelles leçons tirez-vous du conflit au Kosovo? Et puis l'Europe sociale, l'Europe qui devrait créer des emplois. Vous venez d'en parler avec Daniel Cohn-Bendit. Pourra-t-elle le faire un jour? Donc on se retrouve tout de suite après ce journal pour ce grand débat qui, nous le souhaitons, donc permettra un peu d'éclairer les Français. Merci Arlette. C'est ridicule d'être en duplex quand je suis dans la maison. Vous êtes là, vous avez eu le temps de parole officiel. Bon, et puis en plus, il ne faut pas oublier celles que l'on appelle les petites listes, ne serait-ce qu'au nom de la démocratie ou encore en fonction des principes énoncés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Voyons donc ce soir certaines de ces petites listes qui ont la particularité de figurer, selon un rapport parlementaire, dans la catégorie des sectes. Présentation Laetitia Legendre et Guillaume Fautra. Surtout, ne les dérangez pas. Ils sont en pleine campagne électorale. Le parti de la loi naturelle a un truc, le vol yogique. Quelques bons, et d'après eux, les problèmes s'en vont. Il suffisait d'y penser. Lorsque vous avez un groupe de personnes pratiquant le vol yogique, eh bien vous avez élimination du stress au niveau collectif. Or, le stress est la base des problèmes. Donc, vous allez assister à une baisse des problèmes du genre des conflits, de la criminalité, du chômage, des maladies aussi. Seulement, le parti de la loi naturelle ne médite pas tout seul. Il se réclame du mouvement de méditation transcendantale, une secte, selon le rapport parlementaire de 1995. Pour une Europe des droits de l'homme, c'est le... Même constat pour le parti humaniste. Lui, en toute simplicité, promet la paix, la santé et l'éducation gratuite pour tous. N'allez pourtant pas parler de secte à ses militants. Nous sommes effectivement cités dans le rapport parlementaire de 95, mais c'est un rapport qui n'a aucune valeur juridique. Et il est d'ailleurs largement contesté maintenant, notamment par des sociologues du CNRS. Je crois plutôt que nous avons des propositions qui dérangent. On veut nous faire taire, on veut nous affaiblir avec cette rumeur. Une rumeur? Pas vraiment, puisque tout cela figure noir sur blanc dans le rapport. Ses auteurs persistent et signent. Qu'on permette à 2 mouvements dont on sait qu'ils ont un potentiel dangereux pour les personnes, même pas dangereux pour les idées, dangereux pour les personnes, de se présenter aux élections et de parler à la télévision, c'est un vrai problème. Ces partis sont présents dans la plupart des pays européens. En France, ils n'ont jamais dépassé 0,5% des voix. Et puis il faut ajouter que le Premier ministre Lionel Jospin participait à un meeting a priori pour les élections européennes en compagnie de Gerhard Schröder à Berlin aujourd'hui. Il a reçu la visite du président finlandais. Ils ont donc beaucoup parlé du Kosovo. Il faut à tout prix arriver au vote d'une résolution de l'ONU sur le Kosovo, a dit M. Jospin. Les diplomates travaillent actuellement pour que les arrangements techniques, militaires et diplomatiques puissent marcher ensemble, a déclaré le chef de l'État avant ce meeting des Européennes. À Paris, obsèque du contrôleur de la RATP, décédé mercredi dernier, l'occasion pour les salariés de la RATP d'un arrêt de travail et d'une marche silencieuse. Commentaire Jean-Bernard Schmitt, Patrick Fandiot et Yann Moine. Des proches, des collègues et le ministre des Transports, Jean-Claude Guessot. Tous sont venus rendre un dernier hommage à Éric Doué, l'agent de la RATP décédé mercredi dernier. Un soutien silencieux à la famille, un moment de recueillement avant le départ du cortège funèbre pour le crématorium. Silence de rigueur également dans les rues de Paris. Près de 10 000 agents de la RATP ont défilé cet après-midi en mémoire de leurs collègues disparus. Surtout la solidarité vis-à-vis de notre collègue, quoi. Être solidaire avec lui, surtout pour lui et sa famille, quoi. L'enquête a établi que le décès d'Éric Doué était dû à une rupture d'anévrisme, sans qu'aucun coup ne lui ait été porté. Mais la direction et les syndicats de la RATP estiment, eux, que sa mort est consécutive à une agression. Au-delà du deuil, ils veulent donc sensibiliser le public. Il y a des problèmes à régler, il y a des moyens à mettre, mais aujourd'hui on est journée de deuil, de recueillement et d'interpellation en fin de compte des pouvoirs publics, des usagers, pour montrer quelles sont les difficultés qu'il y a à assumer quelquefois un métier dans le cadre du service public. Première dans l'histoire de la RATP, la direction avait décidé de stopper le trafic pour 3 heures. Une marque de solidarité avec le défunt, en comptant sur la compréhension des usagers. C'est peut-être exagéré, mais en même temps ça symbolise peut-être un malaise plus profond, tout ce qu'ils vivent à longueur de journée, je sais pas. Il pourrait faire d'autres choses pour attirer l'attention plutôt que d'empêcher les gens de circuler, quoi. Les métros, les RER et les autobus ont recommencé à circuler en fin d'après-midi,
Mais ce n'est qu'à 20 h que le trafic est redevenu normal sur l'ensemble des lignes. Reprise cet après-midi au tribunal correctionnel de Paris du procès de Jacques Crozmarie et de 24 autres personnes accusées de détournement de fonds au détriment de la recherche contre le cancer. Cet après-midi, M. Crozmarie a dû s'expliquer sur son train de vie personnel et sa gestion de l'ARC. Compte rendu Dominique Verdeillan avec Alain Locachio. Jacques Crozmarie a désormais ses habitudes au palais de justice à 19 h. Il quitte l'audience, trop fatigué pour assister à des débats laborieux. Quant au tribunal, il ne veut prendre aucun risque. Jacques Crozmarie n'avoue qu'une seule obsession, ramener de l'argent pour la recherche sur le cancer, les dons. Ne comptait pour moi, dit-il, que ma responsabilité scientifique. Jacques Crozmarie, qui se glorifie d'avoir dirigé avec brio l'ARC, concède qu'il ne détaillait pas les factures des sociétés prestataires de services. ID était chargé de la communication de l'ARC. Pour Michel Simon, son directeur, l'ARC fonctionnait comme une PME. C'est vrai, reconnaît-il, que j'ai perdu de vue l'aspect associatif. D'où euphémisme. Ainsi, par exemple, le salaire de cet employé de maison de Jacques Crozmarie à Bandol était pris en charge par l'ARC et par ID. Je n'ai jamais eu le courage de dire non, reconnaît Michel Simon, parce qu'il y avait pour moi des intérêts économiques. La société ID réalisait 90% de son chiffre d'affaires avec l'ARC. Les témoins et les prévenus font pour la plupart le même portrait de Jacques Crozmarie, un homme difficile, exigeant, très changeant, un homme qui, je cite, a un sacré caractère et qui ne sait que commander. Tout le monde était au service de Jacques Crozmarie, renchérit un troisième. Bref, un portrait bien opposé à celui que Jacques Crozmarie voudrait laisser, celui d'un homme désintéressé. En Corse, les 19 agences du Crédit Agricole sont restées fermées aujourd'hui. Les employés manifestent ainsi leur solidarité avec deux de leurs collègues mis en examen pour escroquerie et écroués à la maison d'arrêt d'Ajaccio. Dans l'affaire du Crédit Agricole et des prêts litigieux, 31 personnes ont été mises en examen. Il y avait 300 personnes dans la manifestation devant la prison d'Ajaccio aujourd'hui. Le Premier ministre Lionel Jospin recevait les préfets ce matin. Si le chef du gouvernement a salué le travail effectué par M. Bernard Bonnet avant l'affaire des paillotes, il n'en a pas moins rappelé que l'état de droit ne peut s'établir qu'avec les seuls moyens du droit et que ce principe ne saurait souffrir aucune exception. Récemment, l'association du corps préfectoral avait demandé la mise en liberté de M. Bonnet. Du sport, du cyclisme, le champion italien Marco Pantani avait demandé une contre-analyse des échantillons de sang. Résultat, le taux d'hématocrite était bien au-dessus du niveau autorisé, ce qui suppose une prise possible de PO. Il devra donc cesser de courir pendant au moins 15 jours. De la musique pour achever ce journal avec la chanteuse d'origine tunisienne Amina qui était en concert à Lyon avec au programme les textes et les musiques de son dernier album intitulé Anabi. Amina fut connue avec un titre, c'est le dernier qui a parlé qui a raison. Elle revient avec un troisième disque, plein de métissage. Présentation Marie-Josée Jouan et Julien Tria. Comme un alchimiste, Amina voudrait donner des couleurs aux notes de ses chansons. Alors elle voyage de tribu en tribu à travers le monde. Et je suis allée aussi au Mali rencontrer les enfants d'Ogon, qui m'ont enseigné une manière de chanter qui est très proche des Bushman, qui fait ah, je considère que chaque langue est une musique. J'aime chanter en arabe, j'aime chanter en français, en anglais. Même des fois, je chante dans une langue qui n'existe pas. Je me relie à mon cœur et je suis qu'un son qui voyage. Amina chante, mais joue aussi au cinéma, avec des débuts très remarqués dans le film de Bertolucci, Un thé au Sahara. Lorsqu'on lui demande si elle préfère chanter ou tourner dans un film, Amina répond les trois, car la danse lui est aussi indispensable que le reste. Lirili, c'est une chanson que j'ai composée dans ma cuisine un jour où j'avais le blues. Il faisait gris à Paris, il y avait ma machine à laver qui tournait et elle avait une certaine rythmique. Son troisième album, Hanabi, lui ressemble, fait de collages, de rencontres. Une musique où on retrouve les racines d'une jeune femme née à Carthage en Tunisie, mais aussi tout ce qui fait la musique actuelle. Elle a écouté Billie Holiday, beaucoup de trip-hop, de jungle, et a travaillé avec Christophe, avec qui elle reprend les mots bleus. Bonsoir Lyon, ça va? Entre le ciel et la terre, comment allumer la lumière ne me pousse pas. Et a de la place pour toi, écoute ton cœur, battre les rythmes de la guerre. Ses thèmes favoris, le métissage et l'amour, thème qu'elle avait déjà évoqué il y a 7 ans, dans C'est le dernier qui a parlé, qui a raison. Elle représentait alors la France à l'Eurovision. Dis-moi comment, dis-moi pourquoi, on se fait
Avant de refermer ce journal, je vous rappelle deux informations que nous avons développées. Tout d'abord, la réunion du Conseil de sécurité dans les heures qui viennent à l'ONU à New York. Belgrade exige en effet une résolution des Nations Unies pour poursuivre les pourparlers de paix. Et puis la suite des effets de la contamination à la dioxine, les produits belges mis en quarantaine dans plusieurs pays européens. La France décide la création d'un laboratoire spécialisé dans la détection des dioxines. Dans quelques secondes, c'est la météo avec Sophie Davant, suivi de mots croisés, donc un grand débat spécial élection européenne présenté par Arlette Chabot et Alain Duhamel. Le dernier journal de la rédaction, c'est à 0h35 avec Florence Duprat. Demain, vous retrouverez Carole Gessler et Rachid Arabi, ici même à 13h. À demain 20h. Bonsoir, merci.